Bon, alors bonjour tout le monde, bienvenue. Vous êtes ici en grand nombre aujourd'hui, donc c'était à notre grande surprise que vous êtes là en fin de journée avec nous pour le webinaire qui porte sur ChatGPT et l'intelligence artificielle. Donc, on tend vers l'utilisation responsable en éducation. Donc, nous vous partageons évidemment la présentation là, parce qu'il y a du contenu qui ira peut-être un petit peu rapidement que vous pourrez prendre le temps de regarder là, à tête reposée plus tard à un autre moment de la semaine. Donc, le lien, il est ici. Je l'ai placé dans le clavardage, donc peut-être qu'on pourrait le remettre pour que les gens puissent y avoir accès, ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous. Donc, le webinaire aujourd'hui, je vais être accompagnée de mes collègues là, que vous voyez en évidence ici. Donc, ils prendront la parole à tour de rôle aujourd'hui pour vous présenter du contenu en lien avec ChatGPT. Donc, premièrement, moi, je me présente, Corinne Gilbert, je suis CP Récit local en intégration du numérique au primaire. Donc, je vais vous nommer à tour de rôle si vous le souhaitez. Là. Donc, ça va aller plus vite ainsi. Donc, il y a Daniel Deschaines qui est là, qui est CP en univers social au primaire et au secondaire et récit local. Donc, tu peux faire un petit coucou, Daniel. Ensuite, il y a Daphné Aymon, CP en sciences technologies primaire et secondaire. Bonjour, Daphné. Ensuite, on a Heather Morse qui est là avec nous, donc CP en anglais et en français langue seconde. Et finalement, on est très heureux d'avoir un enseignant avec nous aujourd'hui, donc Simon Duguay, enseignant d'informatique à De Rochebelle. Merci d'être là avec nous. Donc, on va tout de suite directement aux intentions. On peut sembler un peu rapide, là, mais on a vraiment beaucoup de belles choses à vous présenter aujourd'hui. Donc, les intentions, vous les avez précisées dans l'invitation. Donc, au terme de ce webinaire, les participantes seront en mesure de nommer des caractéristiques de ChatGPT et seront guidées une réflexion éthique et pédagogique sur l'utilisation de ChatGPT en éducation avec différents membres du réseau de l'éducation. Donc, évidemment, on ne s'attendait pas à avoir un aussi grand nombre en fin de journée aujourd'hui. Donc, quand on a présenté l'invitation, on avait mentionné qu'il y avait une période de questions à la fin, mais évidemment, là, étant donné le grand nombre que nous sommes aujourd'hui, on avait quand j'ai regardé là, à la dernière minute avant de se brancher, on était au-dessus de 200. Donc, je pense que la période de questions, on va la concentrer. On vous donne une place, par exemple, pour vous exprimer, puis on veut prendre le temps à tête reposée là, de répondre à vos questions en équipe par la suite. Donc, ce n'est pas qu'on ne veut pas écouter vos questions, mais vous pouvez les partager. Là. Si vous avez accès à la présentation, vous pouvez cliquer sur l'image du Padlet ici pour pouvoir aller inscrire vos questions. Et vous pouvez numériser aussi le code QR. Là, je sais que ça va passer vite. Là, je vais passer à la prochaine diapositive. Mais c'est une façon de pouvoir nous communiquer vos questions, vos interrogations. Donc, bref, prenez part à la réflexion avec nous. Donc, on va représenter cette diapositive-là à la fin. Puis évidemment, si vous avez des questions après la présentation d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on y réponde ce soir. Donc, vous pourrez prendre le temps d'inscrire demain vos questions également. Alors, je cède la parole à... J'avais quelque chose que je voulais dire, mais je l'ai oublié. C'est pas grave. Je passe la parole à Daphné qui va poursuivre. Alors, le déroulement du webinaire de cet après-midi, on a quatre grands points axes à vous présenter. Donc, d'abord, une introduction, une exploration guidée. C'est Corinne et Simon qui vont en faire un petit bout là-dessus, ce qu'on doit savoir sur ChatGPT et sur l'intelligence artificielle. On va se prendre un temps d'arrêt, c'est-à-dire de réflexion, comment on sent derrière ça, quels sont les mouvements, comment on va agir derrière ça. Et Daniel et moi, on vous présentera les enjeux pédagogiques, comment on peut contourner les situations de plagiat possibles. Et finalement, l'usage pédagogique, Simon, avec ChatGPT, va nous faire une bonne introduction des capacités de cet outil-là. Alors, on y va assez facile la transition avec Daphné, hein, si on est dans le même bureau. Proximité géographique. Alors, comme nous avons pu le constater lors des épisodes d'enseignement à distance durant la pandémie, un processus d'enseignement-apprentissage qui est axé sur les productions puis qui est campé dans un paradigme d'évaluation plutôt que d'apprentissage, il a montré ses limites
quand ils s'exportent en dehors des murs de la classe. Alors, comment faire pour s'assurer de l'authenticité des traces d'apprentissage recueillies lorsque l'élève se retrouve dans son environnement familial, loin de la supervision de son enseignant? Durant les mois de mars à avril 2020, plusieurs enseignants nous ont écrit à ce sujet. Je ne vais pas vous rappeler des mauvais souvenirs, mais c'était quand même ça. Comment éviter le plagiat lors d'évaluations à distance? Comment s'assurer que l'élève est bel et bien l'auteur du travail remis? Devrait-on investir dans des systèmes de surveillance? Comment adapter mon processus d'enseignement-évaluation? On peut tourner. On peut tourner, oui. Merci. Presque 3 ans, nous sommes en direct, hein. Presque 3 ans plus tard, ces mêmes questions refont surface, et oui, avec l'avènement des premières applications en assistance à l'écriture, grand public, la plus célèbre du moment étant ChatGPT d'OpenAI, une jeune pousse associée à l'origine à Elon Musk, et qui collabore notamment avec le géant Microsoft, notre partenaire institutionnel. Ce nouvel épisode de la révolution numérique ayant mis à l'avant-plan l'intelligence artificielle, nous sommes posé la question suivante. Comment on peut adapter nos pratiques pédagogiques dans un contexte où les développements technologiques incessants surpassent la capacité du réseau à réagir? Quelle question? Mais avant de se pencher sur ces enjeux liés à ChatGPT, c'est quoi ça, ChatGPT? Alors, je cède tout de suite illico la parole à Corinne pour son exploration de l'outil. L'intelligence artificielle. C'était certain que tu allais t'enfarger sur ce mot-là. Il me semble que dans les répétitions, enjeu. Donc, moi, je vais essayer de ne pas oublier des éléments, surtout pas d'allumer mon micro puis de ne pas oublier de changer mes diapositives. Donc, j'ai un peu de gestion ici. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que, ben, vous l'avez deviné, là, je ne l'ai précisé au début, mais la présentation sera enregistrée, puis je voulais vous dire que les questions, la présentation et l'enregistrement, on le fera parvenir pas juste aux participants, mais à l'ensemble du réseau du CSSDD. Donc, tout le monde va avoir accès. Là. Fait que si vous avez des questions, ça peut peut-être enrichir là, les discussions qu'on partagera par la suite à la communauté du CSSDD. Donc, on fait une petite exploration guidée parce qu'on veut savoir d'abord de quoi on parle, parce que certains ont mis les mains sur les touches, d'autres n'y ont pas touché encore. Donc, qu'est-ce que c'est? Savez-vous qu'est-ce que c'est ChatGPT? Donc, qui de mieux pour nous dire qu'est-ce que c'est ChatGPT que ChatGPT? Donc, je lui ai posé la question. Là, vous m'excuserez, je vais lire parce que je veux vraiment que vous voyez qu'est-ce qu'il nous répond. Donc, je lui ai demandé, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ChatGPT à des jeunes de 15 ans? Donc, il peut s'adapter en fonction du public. Donc, ChatGPT, c'est un modèle de langage développé, donc Daniel l'a mentionné, par OpenAI. C'est une sorte d'intelligence artificielle qui a été entraînée à comprendre et à générer du langage humain en utilisant une grande quantité de données textuelles. Je vais vous en reparler un petit peu plus loin. Donc, cela signifie qu'elle peut répondre, donc on dit elle, on ne sait pas trop si on doit l'appeler comme étant elle ou il, mais l'intelligence artificielle peut répondre à des questions, générer du texte et même discuter avec vous en utilisant un langage naturel. Donc, vous le voyez, elle répond elle-même à ma question. Puis c'est comme il compare à avoir un robot qui peut répondre et qui peut comprendre ce que vous dites et vous répondre de manière cohérente. Donc, mais encore, Daniel l'a spécifié, c'est vraiment un projet quand on parle de OpenAI. Donc, c'est un laboratoire de recherche qui a été cofondé en 2015 par Elon Musk et financé, entre autres, par Microsoft. Donc, Microsoft a encore investi là, un bon montant sur le projet, puis vous allez voir là, de plus en plus, ChatGPT va être intégré aux outils Microsoft. Donc, évidemment, ils investissent beaucoup. Donc, on va les voir apparaître dans les outils qu'on utilise au quotidien. Donc, ChatGPT, c'est un robot, on l'a dit, conversationnel. On appelle ça un chatbot avec l'IA 3.5, ce qui le rend vraiment accessible. C'est le robot le plus accessible et c'est très simple de communiquer avec cet outil. Puis longtemps, on va avoir évidemment l'IA, le GPT-4 qui s'en vient. Donc, c'est vraiment il sera encore plus puissant. Donc, quand on parlait qu'il était entraîné avec des données textuelles, c'est que lui, c'est comme un robot qui a avalé 540 gigs de texte environ. Donc, c'est environ 3000 milliards de mots. Donc, on lui a fait
en fait, c'est qu'il a lu tout ça. C'est comme s'il avait lu tous ces textes-là. Donc, souvent, on a 540 gigs sur un disque et ça peut être des photos, de la musique, etc. Mais là, c'est vraiment que du texte. Donc, imaginez la quantité de texte que cet outil-là a lu pour pouvoir nous générer des réponses à nos questions. Souvent, au début, on le comparait à Siri ou Alexa, mais il y a une différence parce que Alexa ou Siri va aller chercher de l'information puis il va juste exécuter des commandes qu'on lui demande. Donc, par exemple, Siri joue du texte. Siri, trouve-moi l'adresse de tel lieu, tandis que ChatGPT, lui, il compose du texte et beaucoup plus. Là, je vous en fais part dans quelques instants. Mais encore, donc, il n'y a pas de limite connue de caractères. Donc, on peut lui dire résume-moi en temps de caractères, en temps de mots. Écris-moi un mot de 100, pas un mot, écris-moi un texte de 250 mots, par exemple. Donc, la limite jusqu'à 4000 caractères. En tout cas, ça peut même aller plus. Il est disponible en français et dans plusieurs autres langues d'ailleurs, mais les réponses ont été traduites de l'anglais. À ce jour, on en parlera plus loin. Je ne sais pas si c'est moi, mais j'entends comme un son derrière quand je parle. Est-ce que c'est mon micro qui n'est pas correct ou. OK. Il est gratuit pour l'instant, mais on sait très bien qu'il y a une tendance à quand on a quelque chose de gratuit au début, il y a une tendance à avoir une version payante par la suite. Donc, il y a une version. Donc, là, c'est la version bêta. Puis, tout ce qu'on a besoin, en fait, pour pouvoir se créer un compte, c'est qu'il nous demande un numéro de cellulaire. Théoriquement, il est 18 ans et plus. Donc, mais en fait, si un jeune a un numéro de cellulaire, rien n'empêche de pouvoir se connecter. Mais comme d'autres outils, ils mettent un âge là, pour pouvoir se connecter. Donc, il ne demande pas vraiment d'informations sur nous quand on se connecte. Et là, vous allez voir ici, je vais passer quand même rapidement. Vous aurez accès à la présentation par la suite pour pouvoir voir, mais c'est juste pour vous donner qu'est-ce qu'il peut faire. Là, puis mes collègues, plus tard, là, vous montreront des exemples pédagogiques de ce qu'on peut faire avec ça. Donc, ChatGPT peut s'exprimer dans différentes formes de langue. Là, ici, quand vous prendrez le temps d'explorer la diapositive, vous pouvez voir là, que, par exemple, on lui demande d'expliquer la théorie de la relativité d'Albert Einstein comme s'il était Dora l'exploratrice. Il peut le faire en braille, il peut le faire également dans des mots très complexes, il peut le faire en morse, en emoji. Je tiens à préciser par contre que quand il répond en braille et en morse, les réponses sont souvent erronées. Donc, et oui, il n'est pas parfait. Il peut faire des erreurs. ChatGPT a aussi une mémoire, ce qui veut dire que quand on lui pose une première question, on peut lui demander de reformuler, de préciser, d'ajouter des éléments, de corriger des erreurs dans la réponse précédente qu'il nous a donnée. Et ChatGPT peut être. Saviez-vous que ChatGPT peut être biaisé? Donc, biaisé, c'est qu'il peut faire des erreurs sur de l'information. Il renforce des stéréotypes. Donc, le couple, c'est un homme et femme. Donc, la violence conjugale est faite par un homme. Puis, il réfère souvent à des professionnels là, quand on lui partage un problème. ChatGPT a une morale aussi. Donc, vous allez pouvoir voir dans des exemples ici. Il supprime les réponses en lien avec la violence, le racisme et la sexualité. Donc, quand on dit qu'il a une morale, là, vous ne devez jamais voler, par exemple. Puis encore là, il réfère à des professionnels pour quand on lui parle d'un problème. Aussi, ChatGPT peut dresser des tableaux. C'est quelque chose que souvent qui est méconnu. Donc, vous pouvez lui demander d'arranger les informations. Il faut lui demander, là, arrange tout ça dans un tableau. Donc, par exemple, si on lui demande les 10 pays les plus peuplés, arrange-moi ça dans un tableau. Puis, on peut lui demander encore là de le faire sous forme de fichier CSV, donc qui peut être importé là, dans Excel pour le traitement de données. Ceux qui travaillent avec le code, donc le code là, pour sur des sites web, sur des ordinateurs, donc il peut écrire et corriger du code. Donc, il est capable de coder en Python, Java, en C++, en Ruby, etc. Donc, vous voyez le code, puis il peut en corriger là, quand on a des erreurs dans du code. Et là, ce que je vous dis là,
c'est que les données, quand je vous ai parlé, donc saviez-vous que ChatGPT ne peut pas aller sur Internet quand je vous disais qu'il a créé son intelligence avec les 540 gigs de texte? Ben, en fait, ces textes-là ont été pris en 2021, donc souvent, il dit que c'est ça, il ne peut pas aller sur Internet. Désolé, je suis un modèle de langage, je n'ai pas accès à des informations en temps réel. Puis là, il va nous sortir euh, différents sites web sur lesquels on peut consulter, par exemple, la météo comparativement à Siri ou Alexa. Par contre, il y a différentes. Ça avance, là, ça avance très rapidement, en fait, dans le domaine de ChatGPT. L'extension peut être optimisée par diverses extensions Google, entre autres. Puis là, je vous parle de celle-ci, il y en a plusieurs autres. Mais quand je vous dis qu'il n'a pas accès à Internet, il peut, le web ChatGPT, on peut lui donner différentes sources, en fait, là, donc différents sites web. Puis là, à partir de ça, il peut chercher le web, par exemple, qui a gagné la Coupe Stanley en 2022. Donc, si les données sont de 2021, il ne peut pas répondre, mais si on lui donne des sources, il va être capable d'aller chercher la réponse. Donc, ça, je vous ai mis le lien vers l'extension ici. Alors, ça fait beaucoup d'informations que je vous donne. Oui. Et quand il y a quelque chose comme ça qui se présente à nous, là, la bonne façon de faire, c'est un temps d'arrêt. Donc, on prend le temps d'arrêter. L'intelligence artificielle, en fait, là, ça fait partie d'un des 10 enjeux principaux là, de l'ère du numérique. Donc, ça fait partie de ça. Donc, le temps d'arrêt, aujourd'hui, on le prend. Donc, je vous félicite d'avoir pris votre temps à la fin des cours, à la fin de votre journée. Donc, c'est la bonne approche à faire. Donc, le temps d'arrêt. L'intelligence artificielle, ça en est un. Il y a le temps d'écran, il y a différents enjeux de l'ère du numérique. Et d'ailleurs, ceux qui ont assisté à des présentations que je fais, je mentionne souvent, évidemment, je prêche par l'exemple, je parle de la compétence numérique, puis les différents documents ministériels en lien avec le numérique là, parlent beaucoup aussi de l'intelligence artificielle dans leurs documents. Donc, dans quelques-unes des dimensions de la compétence, numérique, on en parle, mais entre autres, donc, vous savez, la compétence numérique vise à développer la compétence des jeunes, mais aussi de nous, les gens, les acteurs de l'éducation. Donc, on parlait, même avant ChatGPT, qu'il était important de développer une compréhension globale à l'égard de l'intelligence artificielle et de ses impacts sur l'éducation, la société, la culture et la politique, de cultiver sa sensibilité face aux phénomènes émergents liés au numérique et à ses impacts sur l'éducation, puis qu'il est aussi important de s'approprier les nouvelles technologies pour maintenir sa compétence numérique à jour. Et également, dans le rapport Éduquer au numérique là, du Conseil supérieur Conseil supérieur de l'éducation, en 2020, même bien avant l'arrivée de ChatGPT, on faisait référence aux enjeux de l'intelligence artificielle en éducation et de l'importance de s'informer. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est excellent. Vous prenez 45 minutes de votre temps pour vous informer sur ses effets, donc le fonctionnement des algorithmes, les bulles de filtre et les chambres d'écho. Je reviens au temps d'arrêt. Aujourd'hui, on va passer à travers là, ce processus-là. Donc, d'abord, quand arrive un phénomène comme ChatGPT, c'est important d'être conscient. Donc, aujourd'hui, on veut prendre le pouls. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes réactions face à l'arrivée de cet outil-là et c'est tout à fait normal. Donc, est-ce que ça me provoque des émotions? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Est-ce que je comprends bien l'enjeu? Puis, est-ce que je peux être biaisé par rapport au réseau dans lequel je suis, par exemple? On va prendre le temps aujourd'hui de réfléchir sur reconnaître les enjeux. On va vous en présenter quelques-uns. Puis aussi, on va aller dans le agir. OK? Donc, maintenant qu'on connaît les enjeux, qu'on a nommé les émotions que ça nous provoque, bien, tester, contribuer et participer? On va vous montrer des exemples, puis on va terminer sur un agir aussi pour appeler à l'action après la présentation.
Donc, encore là, je ne vous la lirai pas cette fois-ci, mais j'ai demandé comment devrais-je me sentir face à l'arrivée de ChatGPT en éducation. Donc, ça, c'est être conscient, mais on vous a aussi sondé. Là, je ne sais pas, on avait seulement 88 réponses quand j'ai fait la saisie d'écran, mais on vous a envoyé un courriel hier vous demandant c'était quoi vos réactions par rapport à l'existence de ChatGPT. Donc, vous voyez que c'est vraiment diversifié, là. Donc, il y en a qui sont vraiment dans le « hein, que c'est ça? » Donc, ils sont là pour apprendre qu'est-ce que c'est. Il y en a qui ne savent juste pas. Il y en a que c'est formidable, splendide, exceptionnel. Donc, toutes ces réactions-là sont normales. Donc, l'important, c'est de prendre un temps d'arrêt pour de saisir vraiment qu'est-ce que c'est. Donc, ceux qui n'ont pas répondu, vous pouvez prendre le temps de répondre là, pour qu'on ait vraiment un portrait de tout le monde qui est là, parce que là, il y avait seulement 88 réponses. Donc, évidemment, on aurait pu vous le faire vivre en direct, là, mais ça aurait pris un peu beaucoup trop de notre temps. Alors ici, c'est Nelly Brière. Si jamais vous ne la connaissez pas, ça vaut vraiment la peine. Je ne vous fais pas jouer la vidéo aujourd'hui, mais c'est une vulgarisatrice dans le milieu du numérique. Donc, elle dit, est-ce que avez-vous peur des intelligences artificielles comme ChatGPT? Je pense que c'est une vidéo qui vaut la peine d'être regardée. Puis là, elle va partir comme je vais changer de diapositive, puis je ne veux pas ça. Donc, écoutez, si on se replace au mois de novembre, là, quand c'est arrivé, les gens ont fait, ça a été rapidement dans les réseaux sociaux, en éducation. Donc, la posture du réseau. Donc, je parle de la posture du réseau en éducation. La posture, ça a été rapidement éduquer plutôt que de bloquer ou d'interdire. Donc, je parle que tous les agents, là, pas juste au CSSDD, mais tous les enseignants. Donc, je pense entre autres à Denis Dubé ici, un enseignant de chez nous, où on parlait de bloquer et pas éduquer. Donc, ça, je vous passe ça rapidement, mais on a pris quelques saisies d'écran, vraiment de quelques intervenants en éducation. Puis, c'est unanime. On s'est mobilisé, puis c'est unanime, donc éduquer et non interdire. Alors, parlant de Simon, je te laisse la parole. Est-ce que bloquer le logiciel, c'est une bonne idée, Simon? Ben, en fait, ça pourrait être une des premières réflexions qu'on a quand on voit quelque chose, quand on se dit, oh, un logiciel qui peut permettre à mes élèves de répondre à tous les travaux que je leur donne, devrait-on le bloquer? Mais ça a quelques enjeux par rapport à ça. Premièrement, ça ne règle pas le problème à la maison, parce que même si on le bloque dans le milieu scolaire à la maison, les élèves y ont accès. Et le logiciel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'OpenAI ont rendu facile d'accès le code pour accéder à ChatGPT. Donc, n'importe qui sait programmer peut intégrer l'outil à son site web. Donc, cette semaine, j'ai vu passer une liste je crois que c'était 110 sites et extensions web qui sont apparus dans juste le dernier mois et qui permettent d'accéder à ChatGPT. Donc, même si à l'école, on barre le site de OpenAI, il est quand même accessible à partir d'une myriade d'autres sites web. D'autres modèles arrivent sur le marché. Donc, bien évidemment, Microsoft avec OpenAI n'est pas la seule compagnie qui s'est intéressée à ça. Google est en train de développer la leur parce que si Microsoft a fait quelque chose, bien évidemment, Google doit suivre la parade. Microsoft compte aussi l'intégrer à leur moteur de recherche Bing. Ils ont dit qu'ils voulaient le faire en mars 2023. Ça se peut qu'il y ait plus de délai, mais ça va arriver rapidement. Donc, probablement que bientôt dans Bing, quand on va lui poser une question avant de donner les sites, il va nous proposer une réponse à la ChatGPT. Canva l'a intégré dans sa version bêta avec le crayon magique. Microsoft l'a intégré au logiciel Microsoft Azure qu'on n'utilise pas dans le monde de l'éducation. Par contre, tout le monde, ce qui se dit, c'est qu'éventuellement, ça va être dans Word et dans Google Word et dans PowerPoint que ça va probablement être intégré aussi. Donc, c'est juste une question de temps avant que l'outil soit rendu dans à peu près tous les outils numériques qu'on utilise présentement à l'école. Vous avez probablement entendu parler aussi qu'il y a des logiciels de détection qui sont apparus. Il y en a un qui a été édité par des personnes qui viennent de Montréal, d'autres qui viennent d'un peu partout. OpenAI sont en train de travailler sur le leur. Le problème, c'est qu'ils sont vraiment faciles à contourner. Donc, il y a présentement plein de vidéos en ligne qui montrent comment facilement déjouer les logiciels de détection de plagiat par intelligence artificielle en ligne et ne sont pas très efficaces en français. Pourquoi? Parce que ChatGPT génère
réponse en anglais la traduit en français, tandis que les logiciels de détection sont habitués de travailler avec le texte en anglais. Donc, ça fonctionne moins bien en français et ça peut créer un faux sentiment de sécurité. Si un enseignant se dit, ah, mais de toute manière, j'ai un logiciel pour détecter le plagiat par ça, mais ça ne veut pas dire qu'il va vraiment détecter les cas de plagiat parce qu'il y a des élèves qui savent déjà comment contourner tous ces logiciels-là. Et dans le fond, est-ce qu'on veut vraiment s'embarquer dans une partie du chat et de la souris, considérant que les logiciels de détection vont toujours s'améliorer, mais les logiciels pour passer par-dessus les logiciels de détection vont aussi continuer à s'améliorer. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément embarquer dans cette logique-là puis trouver d'autres moyens de contourner ce problème-là. Donc, on est dans réfléchir, on arrive aux enjeux pédagogiques. Donc, quels sont les enjeux pédagogiques qui sont en cause présentement? Bien, tel que mentionné dans l'introduction, l'application de ChatGPT nous a ramené à un certain questionnement qu'on avait eu en pandémie. Hein. On s'était questionné, les travaux se faisaient à la maison, on était à distance. Alors, le plagiat, la validité des traces d'apprentissage recueillies, c'est bien ça présentement les enjeux qui viennent questionner le milieu. Tourner. Puisqu'en fait, on ne contrôle pas, comme Simon vient de le mentionner, on ne contrôle pas le développement de l'IA, puis bloquer les applications, ce n'est peut-être pas une solution viable à moyen et à long terme. Ben, il faut regarder du côté de ce qu'on contrôle, notre pratique. Donc, tu peux tourner. On va regarder ensemble le diapo, l'infographie qui a été réalisée par Corinne. C'est une nouvelle version. Ça a été présenté durant la pandémie, la formation évaluée pour mieux apprendre. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Je vais en parler un petit peu. Donc, moi, je vous propose en fait une réflexion, un auto-examen de notre processus d'enseignement-évaluation. Donc, on reconnaît les 3 pôles. Donc, en vert, la planification. Vous avez en jaune, prise d'info, interprétation, puis la décision, action en rouge. Au cœur, vous avez le jugement professionnel. Sur le côté, les valeurs qui sous-tendent tout ce phénomène-là, tout ce processus, et les types d'apprentissage, les types d'évaluation qui sont possibles, leur but et à quel moment on peut les vivre. Et on refait aussi mention de triangulation. C'est quel type de trace qu'on va choisir. Donc, au cœur de la planification de l'enseignant, il y a certaines questions qui sont primordiales lorsque vient le temps de planifier. Puis ça, on contrôle cet aspect-là, même si on ne contrôle pas la technologie. C'est quoi notre intention d'apprentissage? C'est quoi les types de traces que je vais recueillir, puis à quel moment je vais le faire? C'est quoi la place qu'occupe l'évaluation formative, celle qu'on dit en aide à l'apprentissage, puis sous quelle forme elle va apparaître? Quelle place va occuper l'évaluation sommative, ce qu'on appelle aussi certificative, et sous quelle forme? Et quelle valeur s'appuie sur quelle valeur s'appuient ces choix pédagogiques-là? Tout dépendant des réponses à ces questions-là, la venue de l'intelligence artificielle aura des impacts d'une variable. Bien entendu que si on s'attarde au processus dans le groupe que Simon a lancé, le groupe Facebook, on a beaucoup parlé de l'importance des processus. Donc, si on y va en soutien à l'apprentissage, bien entendu qu'on met en valeur les processus et on documente en fait tout ce processus-là. Donc, ce sera quand même un aspect important à repenser dans notre planification. Ça me fait penser, tantôt, j'ai parlé de plagiat, Daphné en a parlé aussi également, et il y avait une citation que je voulais vous présenter, c'est la diapo suivante. C'est Neil deGrasse Tyson, peut-être vous le connaissez, c'est un physicien, astrophysicien, il y a même un astéroïde à son nom quand même, c'est pas un 2 de pique. Il dit « When students cheat on exam, it's because our school system values grades more than students value learning ». Si on traduit ça en français, lorsque les élèves trichent à l'examen, c'est parce que le système d'éducation valorise davantage les notes que les élèves valorisent l'apprentissage. Bref, qu'on soit d'accord ou pas avec M. deGrasse, la question a mérite d'être soulevée et si on valorisait davantage le processus d'apprentissage. Donc, je nous ramène à Daphné puis au jugement professionnel. Donc, on va remettre le jugement professionnel. Donc, il s'agit d'un processus. Je remets un petit peu la définition d'Halal et Lafortune, un projet qui exige une rigueur, une cohérence, une transparence. Puis, en ce sens, elle suppose une collecte d'informations à l'aide de différents moyens. Puis, c'est là-dessus, je pense qu'il va falloir, comme vous allez voir, entendre qu'on va vraiment appuyer nos arguments. Donc, tel que dans l'infographie du processus d'évaluation, il est au centre le jugement professionnel est au centre, puis il s'appuie sur une variété d'informations et de traces.
Puis, il ne peut pas juste être un résumé d'une somme, d'une moyenne. Donc, c'est comme important d'aller valider à travers plusieurs types de traces. Donc, si on regarde dans la prochaine infographie, on est maintenant dans la triangulation des apprentissages. Elle a été un petit peu reformée, vous ne la connaissez pas celle-là, mais c'est les traces, quand et comment. Puis, quand on regarde, puis qu'on examine maintenant cette triangulation-là, quand vous regardez, c'est 3 modes de prise d'information, puis on pourrait se poser la question, à quelle fréquence les utilisez-vous tous? À quelle fréquence, s'ils le sont? Avez-vous déjà pris le temps de consigner des observations en salle de classe? Prenez-vous le temps de converser avec vos élèves? Puis si vous conversez, comment vous gardez ces traces-là? Ça peut être des pistes pour pouvoir avoir un visuel du processus dont on parlait au début. Je vous ramènerai aussi, puis vous le verrez dans les liens qui sont placés, qu'on en parle, qu'on en fait dans le PFEQ, qu'on en reparle à nouveau dans les normes et modalités du centre de service scolaire. Donc, on appuie à nouveau sur cet argument de la triangulation dans la prise d'information pour pouvoir démontrer l'apprentissage de nos élèves et donc venir valider la compétence et leur compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans les 2 dernières infographies, il y a été question de triangulation, donc avec Daphné. J'ai abordé un petit peu le sujet précédemment. La question que vous voyez présentement à l'écran est d'actualité parce que les conversations et les observations, 2 volets sur 3 de la triangulation, ne sont pas touchés directement par ChatGPT. Quand vous discutez avec un élève, ChatGPT n'est pas là. Quand vous observez l'élève avec une grille, il n'est pas là non plus. Contrairement donc, aux productions qui, elles, représentent en fait le terrain de jeu, si on peut dire, de ChatGPT. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les traces d'apprentissage réalisées en production pour y voir plus clair, y voir un exemple? Je cède la parole à Heather qui va nous présenter justement ce que peut faire ChatGPT en mode production. Merci, Daniel. Donc, évidemment, moi, je me suis intéressée plus par un cours de langue en anglais. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de, premièrement, m'écrire une histoire. Donc, je lui ai donné quelques consignes. J'aimerais ça avoir une histoire de deux élèves au secondaire qui ils vont aller en élection pour devenir président de l'école. Donc, le temps de le dire, il m'a produit une histoire. Donc, vous le voyez là en action en ce moment sur l'écran. Évidemment, c'est très petit, mais je vous invite à retourner dans la présentation pour aller voir qu'est-ce qu'il a produit comme histoire. Donc là, par la suite, comme on a une conversation avec le chat, je lui ai demandé, mais maintenant, est-ce que vous faites changer le style de l'histoire et l'écrire comme un conte de fées? Donc, tout de suite, il a changé l'endroit de l'histoire, il a changé de langage pour que ça convienne plus à ce style d'écriture-là. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pourrais lui demander par la suite? Mais maintenant, j'ai dit, mais est-ce que vous pouvez me l'écrire en forme de chanson? Donc, c'est toujours la même histoire, les mêmes personnages, le même contexte, mais il est allé le changer en chanson qui rime en plus. J'ai demandé spécifiquement de faire ça. Donc, tout ça en dedans d'à peu près 3 minutes. Donc, c'est vraiment rapide et quand même assez impressionnant. Donc, lorsqu'on parle de production, c'est un projet qu'on pourrait demander aux élèves, mais là, le chat est capable de le faire pour nous. Puis là, j'ai poussé encore plus là, dans l'autre vidéo. Là, je voulais voir parce qu'évidemment, les langues, la traduction, ça m'intéresse, surtout pour nos élèves allophones aussi. Ça pourrait être peut-être un outil intéressant. Donc, j'ai dit, mais traduis-moi la chanson en français. Donc, je vous laisse le soin d'aller voir la qualité de la traduction. C'est pas super, mais on comprend très bien la chanson en français. Donc, il faut continuer à réfléchir quel type de production on pourrait demander aux élèves qui ne nécessite pas nécessairement une réponse qui pourrait être produite par le chat. Donc, je repasse la parole à Daniel. Donc, on est en mode solution, on a parlé de triangulation, on parlait d'évaluation, puis là, on parlait des productions. Donc, on va revenir dans le fond, toujours dans l'intention. Si on proposait des situations authentiques, c'est un terme qui a été proposé aussi durant la pandémie. J'aime beaucoup cette infographie-là de Duval et Pagé. J'attire votre attention aux points 2, 3 et 4. Donc, favoriser, dans le fond, la réalisation d'une tâche et non la reprise d'informations ou validation de réponses. Ça va être quelque chose qui va être une stratégie gagnante.
proposer justement, on fait souvent référence à la pyramide de Bloom, hein, donc des tâches plus complexes, favoriser le jugement et l'innovation, justement. Donc, tantôt, Daphné va vous en parler un petit peu là-dessus. Et numéro 4, en fait, favoriser un environnement de collaboration, co-création avec les élèves, puis la rétroaction. Le but, en fait, c'est de réduire l'appétit, peut-être, pour des applications comme ChatGPT. Si je travaille en équipe, on collabore, on partage nos savoirs, on a peut-être moins besoin de se fier à cette application-là. Le numéro 5 est intéressant, c'est un peu la résultante de cette approche-là. On va augmenter en fait, la personnalisation de la tâche qui favorise la motivation. Donc, on y gagne quand même aussi sur l'engagement des élèves. Donc, ça, c'était pour les situations authentiques. Je passe la parole à Daphné qui nous revient sur Bloom. Alors, afin de s'assurer donc d'aller trouver une hiérarchie, d'aller chercher le plus haut niveau hiérarchique au niveau cognitif dans Bloom, mais c'est certain qu'en passant, ChatGPT est capable de le faire. Ça, hein. Il peut créer, Heather nous a montré un exemple. Par contre, comme Daniel l'a mentionné, bien, comme on veut mettre plus d'emphase sur les tâches complexes, même si ChatGPT est capable de se rendre à ces hauts niveaux de complexification, bien, il y aura toujours une différence, c'est que le lien, c'est établir des liens. Puis établir des liens, bien, ChatGPT ne le fait pas, ça. Donc, c'est vos élèves qui vont le faire. Puis, il y aura toujours le besoin de rendre visible le processus en cours. Donc, dans la classe, le questionnement, on replonge là-dessus, mais le questionnement, les observations, tant que ça se passera en classe et que vous questionnerez et que tout au long du processus, vous verrez, bien, vous avez plus de chances d'avoir des tâches et des productions de vos élèves qui sont authentiques et venant d'eux, absolument. On peut aller à la prochaine. Il y a aussi dans le mode solution, nous sommes en mode solution présentement. Donc, si vous voulez quand même faire des productions, il y a des productions en numérique qui sont authentiques, qui sont complexes et qui sont à l'abri, si je peux dire, de ChatGPT. Par exemple, connaissez-vous les infographies? On vient de vous en montrer 3 ou 4. Ce sont des infographies, donc c'est de l'organisation d'informations. On a créé des liens, c'est aménagé, c'est pensé, c'est réfléchi. ChatGPT ne va pas là. Vous avez en rose, en fait, si vous cliquez par la suite, vous pourrez écouter une vidéo que j'avais produite durant la pandémie. Je vous présente une formation du récit sur les infographies qu'on appelle aussi les graphiques d'information. On peut travailler avec Easily, on peut travailler avec Canva aussi. Il y a d'autres applications comme Piktochart. Donc, le graphique d'info, c'est une production qui est complexe, qui est à l'abri, si je peux dire, de ChatGPT. Le réseau de concepts, c'est une super tâche, c'est complexe. ChatGPT ne va pas là. Ça favorise la création de liens, la compréhension. Je transforme une information en connaissance. J'amalgame tout ça avec ce que je connais déjà. C'est une super tâche à travailler. Je vous incite à regarder ça. Il y a une vidéo en rose que vous pouvez visionner. Et sinon, allez voir Lucidchart Edu, l'application que je vous suggère. Un diaporama interactif. Donc, vous avez un Google Slide, vous avez un PowerPoint, mais sur lequel je peux enregistrer, dans le fond, une vidéo. Donc, l'élève vous présente son raisonnement, sa démarche. Donc, c'est un processus que j'illustre. Encore une fois, la vidéo, donc que ce soit avec Flip, avec Loom, avec Canva, avec iMovie, encore une fois, je peux faire état de ma démarche sur une compétence dans une discipline, peu importe, c'est transversal, c'est transdisciplinaire. Et le balado est de plus en plus à la mode, mais c'est une tâche complexe. Encore une fois, j'exprime un processus. C'est très créatif. Hein? Toutes ces tâches-là, ce qui est le fun, hein, elles favorisent la création de liens. Elles sont personnalisables. Je peux mettre de ma personnalité dedans. La plupart valorisent le processus d'apprentissage, puis elles donnent une voix à l'élève. Donc, ça, c'est la création. Tantôt, on voyait Bloom avec Daphné, mais la création, c'est en haut de la pyramide de Bloom et c'est à l'abri, la voix de l'élève des IA. Je recède la parole à Daphné. Alors, quelques pistes, on peut changer la diapo. Ah non, je pense que c'était Simon. C'est Simon? C'est Simon. Oui, excusez-moi. Donc, les limites de l'outil avec Simon. ChatGPT, bien évidemment, n'est pas parfait. Il y a des limites. Si c'est une tâche qui est personnalisée, il ne peut pas aller là parce qu'il n'y a pas accès aux informations qu'il y a dans la classe, par exemple. Donc, si on demande à des élèves de faire un sondage dans la classe puis de se baser sur des éléments comme ça, il ne peut pas travailler avec ça. Les tâches pratiques, donc ChatGPT ne peut toujours pas venir dans votre classe faire un laboratoire à la place de l'élève. Il ne peut pas faire un débat en classe non plus. Puis
plus le problème est complexe, par exemple, faire une entrevue avec quelqu'un, faire des tâches collaboratives, ben, il ne peut pas aller là parce que ça reste un outil qui est seulement accessible de l'ordinateur en ligne. Donc, c'est quand même plusieurs sortes de tâches qui sont un peu à l'abri de l'outil en termes d'évaluation. Alors, les pistes pédagogiques, donc on parle de proposer des situations authentiques et personnalisées, c'est ce qu'on vient de se dire, de mettre de l'avant le processus d'apprentissage, de noter la progression avec les grilles critériées de la compétence, maximiser le temps de présence en classe, de prise d'information, recourir à l'évaluation formative, puis varier la nature de vos traces d'apprentissage, proposer des conversations, observer les élèves lors d'une tâche, laisser-les parler entre eux, engager des conversations, comme on vient de se dire. Je vais vous laisser notre partie d'enjeu pédagogique en vous donnant la citation Heather. Je ne me souviens pas si c'est toi qui l'as placée, mais je la trouvais très intéressante. Alors, je la traduis parce qu'elle était en anglais. L'intelligence artificielle ne peut remplacer la voix des élèves. Les enseignants devront interagir avec les élèves durant le processus d'écriture et observer leur travail. Et afin de compléter cette prise d'information, les élèves devront être capables de converser avec leur enseignant de n'importe quelle partie de leur production. Donc, ça sera une façon de vérifier et de valider leur compréhension et la véracité ou l'authenticité de leur travail. Bien évidemment, ChatGPT, ce n'est pas seulement une notion en lien avec l'évaluation. On peut en faire des usages pédagogiques, autant comme enseignant pour s'aider dans notre tâche, aller plus rapidement, ou encore avec les élèves, on peut l'utiliser pour aller plus loin dans les apprentissages avec eux. Donc, je laisse la parole à Heather pour la section suivante. J'ai vraiment eu du plaisir à faire de la recherche pour cette partie, la présentation. Il y a vraiment beaucoup de plaisir à avoir avec ChatGPT en contexte d'apprentissage. Je nommerai pas toutes les idées là, qui sont mentionnées dans la slide, mais j'aime beaucoup, par exemple, le numéro 6, pour être capable rapidement de démontrer une difficulté qu'un élève pourrait avoir en classe. Comme par exemple, je sais qu'en anglais, surtout lorsqu'on avance là, dans les niveaux, de demander à un élève, ou tous les niveaux, en fait, demander à un élève d'écrire un texte qui va cibler un public spécifique, mais lorsqu'il faut changer le public cible, mais ce n'est pas évident. Qu'est-ce qu'on doit changer au niveau du langage, au niveau du visuel d'un texte? Mais j'ai fait le test aussi, puis en quelques secondes, il est capable de nous démontrer rapidement quoi faire. Donc, ça peut générer des textes modèles pour des élèves, des exemples. C'est vraiment génial. Donc, c'est quelques exemples, mais d'avoir une discussion, d'aller chercher des contre-arguments, d'avoir un débat avec lui live en classe. Donc, il y a plein de jeux aussi qu'on peut jouer. Là, elle fait quelques recherches d'utilisation pédagogique. Là, il y a vraiment du plaisir à avoir. Et je pense que comme outil aussi pour aider les élèves en difficulté, pour les demander d'aller poser une question, aller reformuler quelque chose qu'ils ont eu un peu plus de difficulté à comprendre, là, ça peut être un outil pour aider les élèves et les élèves allophones aussi qui ont besoin rapidement d'une traduction d'un concept, ça pourrait être intéressant. Donc, je passe la parole à Simon pour aller un peu plus loin dans l'utilisation. Ah, c'est vrai. C'est vrai, j'avais des exemples rapidement. On n'aura pas le temps de les regarder, mais j'ai poussé un peu plus là, mon exemple de tantôt avec l'histoire que j'ai écrit. J'ai demandé aux élèves, au chat, de proposer des illustrations pour ma chanson de tantôt si jamais la chanson était un album jeunesse. Donc, pour stimuler la créativité, donner une idée de départ, puis là, demander aux élèves de l'améliorer, de l'amener plus loin. Donc, ça peut aider le syndrome de la page blanche avec les élèves. Et aussi, je vous invite d'écouter le petit vidéo avec la rétroaction. Donc, j'ai mis un texte d'un élève dans le chat, puis j'ai demandé de me donner des rétroactions, juste très générales. Puis après ça, j'ai poussé la question plus loin pour aller cibler un critère spécifique. Donc, il était capable d'aller me nommer des éléments à améliorer.
Donc, très intéressant. Je vous invite à aller voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est à toi, Simon. D'autres exemples aussi en lien, on peut lui demander de faire de la vulgarisation scientifique. Donc, on peut lui demander de nous expliquer un concept scientifique qui est plus complexe dans des termes plus simples. Donc, un élève qui ne comprend pas quelque chose pourrait s'en servir à ce niveau-là. Réviser des concepts en histoire. Donc, vous pourrez aller voir la vidéo, mais on lui pose une question. J'étudie la proclamation royale. Pose-moi 3 questions. Puis après ça, on peut dire, bon, ben, ma réponse à la question A, ce serait ça. Est-ce que c'est une bonne réponse? Puis si c'est oui, il va nous le dire. Sinon, il va prendre le temps de nous corriger avec les bonnes informations. Donc, il faut toujours faire attention parce que des fois, il n'y a pas 100% raison. Donc, comme avec n'importe quoi en ligne, il faut se poser des questions quant à la véracité des sources. Par contre, on peut l'utiliser de différentes manières comme ça. Et si on passe à la prochaine slide, on peut aussi se poser comme question, est-ce qu'on pourrait l'utiliser plus loin dans notre pédagogie? Parce que présentement, on est tous des consommateurs d'intelligence artificielle. Dès qu'on utilise Siri, dès qu'on utilise Alexa, dès qu'on utilise le moteur de recherche Google, on utilise de l'intelligence artificielle sans forcément le savoir et sans forcément comprendre les concepts qui sont en arrière. Mais est-ce qu'il y aurait une éducation à l'intelligence à faire avec nos élèves? Parce qu'on en entend de plus en plus parler dans la société. Donc, il y a une éducation à faire, selon moi, là-dessus. Et est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans nos travaux, par exemple, amener les élèves à l'utiliser pour venir, on lui donne, on fait un débat, on utilise des arguments, on veut voir si notre argument est solide ou pas, on l'utilise pour ça. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser comme un élève de plus dans un travail d'équipe pour venir comparer des choses ensemble, pour aller chercher d'autres informations, avoir des points de vue différents dans une création? Donc, on pourrait éventuellement penser à voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans nos pratiques pour aller plus loin, mais vraiment dans une perspective d'éducation à l'intelligence artificielle. Si on passe à la prochaine slide, il faut aussi se poser la question, dans le fond, on n'arrête pas de dire qu'il y a des risques pour le plagiat, pour la triche, mais dans le fond, où est-ce que, comme enseignant, on met notre ligne? Vous prendrez le temps de lire ça, mais est-ce qu'un élève qui va chercher juste des informations en ligne, mais qui paraphrase dans ses mots, est-ce que c'est de la triche parce que ce n'est pas lui qui a eu l'idée, il a juste changé le sens de la phrase ou non? Est-ce qu'un élève qui utilise de l'intelligence artificielle, mais qui lui fait produire un texte, puis après ça, il réécrit dans ses mots, c'est-tu la même chose que s'il trouve l'information en ligne? Donc, on peut se poser différentes questions là-dessus. Chacun, comme enseignant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette situation-là, puis comment est-ce qu'on veut se positionner par rapport à ça? Vous pourrez prendre le temps de le lire là, dans la vidéo, mais ChatGPT, on peut passer à la prochaine. ChatGPT peut aussi être utilisé par les enseignants parce que moins on passe de temps devant notre écran à rédiger des documents, plus on a de temps avec les élèves et plus on a de temps pour penser à son enseignement. Donc, on peut l'utiliser pour écrire un texte qu'on veut présenter aux élèves. Vous avez un courriel, vous ne savez pas trop par où commencer, on bat le syndrome de la page blanche en lui demandant des pistes de rédaction pour le courriel. On peut lui donner des idées pour une grille Criterier, modifier un texte pour adapter le temps de verbe. On a un texte, mais on va enseigner le passé simple qui est au présent. On peut lui demander, puis il nous fait tous les changements. On a du contenu à présenter en classe. On peut traduire des textes. Quand on travaille avec des élèves allophones qui parlent zéro français, des fois, ça peut être pertinent pour ça aussi. Et j'ai mis quelques exemples dans les diapositives qui suivent à cet effet. Par exemple, écrire un encadré explicatif de 100 mots sur la naissance des étoiles. Donc, on veut faire un document de notes de cours en astronomie. On peut s'en servir pour ça. Prochain. Écrire 5 thèmes de dissertation de philosophie portant chacune sur des normes en tension dans la société de droit. Donc, on peut s'en servir. Je l'ai déjà utilisé. Fais-moi 10 numéros, mise en situation sur les calculs de concentration en chimie. Il m'en a fait 10. C'est toutes des mises en situation avec des personnages qui ont à faire des opérations chimiques. Donc, ça peut être intéressant pour ça aussi. Ensuite, on peut lui demander de faire une grille de correction qualitative pour évaluer plein de choses. Ce n'est pas parfait, bien évidemment, mais des fois, quand on ne sait pas par où commencer pour créer cette grille-là, bien, ça peut être une bonne idée de juste lui demander des conseils. Ça nous donne des bonnes idées. On continue avec ça. Et ensuite, donc, rédige un courriel de 250 mots aux parents des élèves pour leur dire d'aller consulter Mosaïque Portail pour voir les notes de leurs enfants. Donc, ça nous permet, encore une fois, de vaincre le syndrome de la page blanche là, pour l'écriture de courriel. Ce n'est pas parfait, bien évidemment, mais des fois, juste d'avoir une base comme ça nous permet de nous sauver du temps dans des tâches administratives, ce qui nous ramène à avoir plus de temps pour vraiment ce qui compte vraiment, travailler avec les élèves directement. Merci à tous.
Donc, on a fait le tour, on a pris conscience de ce qui nous habitait quand ChatGPT est arrivé. On a réfléchi, donc on vous a présenté les différents enjeux, on vous a présenté aussi des usages pédagogiques. Donc, maintenant, c'est ce qui conclut. Là, on avait seulement 45 minutes et un petit peu plus, on a dépassé un petit peu. Avec vous aujourd'hui, est-ce qu'il y aura une phase 2 à notre webinaire? Peut-être, mais on vous a présenté vraiment beaucoup de choses en très peu de temps. Donc, maintenant, la question à se poser aujourd'hui, c'est comment ChatGPT vous aidera-t-il? On disait tel tout à l'heure, donc vous aidera-t-il dans les prochains jours? Puis, j'insiste toujours sur vous ne pouvez pas tout faire ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est certain. Vous ne pouvez pas partir demain et avoir tout ça en tête, mais quel sera votre prochain petit pas avec cet outil pour vous en tant qu'enseignant? Donc, commencez à penser à vous. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, on ne l'a même pas donné le lien vers cet outil, mais donc vous pouvez très facilement trouver où est ChatGPT là, en inscrivant ChatGPT OpenAI et vous allez avoir accès. Et je vous conseille, si vous voulez vraiment savoir ce que ça fait, donc vous avez plein d'exemples dans ce diaporama-là aujourd'hui, mais allez mettre les mains dessus dans les prochains jours, allez mettre les mains sur les touches pour voir le potentiel de l'outil. Puis, pensez pas tout faire ce qu'on a dit, mais quel sera votre prochain petit pas avec cet outil-là? C'est ce qu'on a à garder en tête dans le agir. Donc maintenant, on a réfléchi, on est conscient de ce que ça provoque chez nous. Donc maintenant, il faut se mettre dans l'action. Donc, les intentions aujourd'hui, je reviens sur les intentions avant de vous présenter les ressources qu'on a pour vous. Parce que ce n'est pas tout. On a ce diaporama-là, on va avoir l'enregistrement. Donc, on a nommé des caractéristiques de ChatGPT. On est allé un petit peu rapidement, mais vous pouvez retourner parce qu'il y a des exemples de ce qu'il peut faire dans la première partie, puis aussi dans la partie avec Heather et Simon. Puis, on a guidé une réflexion éthique et pédagogique sur l'utilisation de ChatGPT en éducation avec différents membres du réseau. Puis, ce qui vient à vous partager différentes ressources. Donc, pour continuer la réflexion, parce que le processus que je vous ai présenté, ce n'est pas linéaire, donc on ne fait pas la réflexion, après ça on agit, on peut revenir à réfléchir aussi. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au groupe Facebook là, qui a été initié par Simon. Ça prend la place de ma veille pédagogique en ce moment. Donc, il y a beaucoup de choses qui se partagent là, beaucoup de choses duquel on s'est inspiré pour faire la présentation aujourd'hui. Et aussi, il y a le Padlet là, qui, en fait, je vais vous présenter le site web du récit CSSDD sur lequel vous allez retrouver toutes ces ressources-là qui sont en dessous, là, mais je tenais à mentionner qu'il y a un Padlet aussi qui a été créé, des belles initiatives par Simon là, qui a été à l'avant avec cet enjeu-là de l'ère du numérique. Donc, je vais cliquer sur le site. Et ici, là, vous allez trouver une tonne de ressources, donc un accès au groupe, vous avez différents webinaires, pardon, excusez, il y a tellement de ressources, je me suis retrouvée au bas, donc différents sorties de classe, des webinaires, des balados, des vidéos qui traitent de cet outil-là si vous voulez continuer à avancer dans vos réflexions. Il y a des ressources pour l'enseignement, donc il y a ici le guide de l'enseignant à l'usage de ChatGPT, ce qui marche le mieux. Le guide de l'enseignant. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et dès que je trouve quelque chose qui peut être pertinent pour vous, je viens de l'ajouter à cette page. Donc, un outil à consulter, je vous dirais, c'est le site puis le groupe Facebook. Puis le reste se trouve sur le site. Donc, le Padlet de Simon est déjà là. Et je vous rappelle, prenez part à la réflexion, partagez-nous vos questions. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à prendre le temps au cours de la semaine. Donc, nous, on va se revoir là, pour prendre le temps de répondre à vos questions et ça va évidemment, prenez part à cette réflexion-là, ça va guider nos réflexions à nous. Donc, simplement à cliquer ici pour avoir accès au Padlet pour poser vos questions et on vous partage les références et surtout, je conclus en vous disant un gros merci d'avoir pris ce temps d'arrêt-là, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour réfléchir, agir et être conscient sur ChatGPT. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et c'est ce qui conclut notre webinaire. À moins qu'il y ait un autre diapo. Non. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde.
Est-ce que mes collègues, vous avez quelque chose à ajouter? Je ne veux pas avoir le mot de la fin nécessairement. Merci beaucoup, Corinne Gilbert, à l'animation. Tu as été Oui. incroyable. Merci. Merci, Heather. Merci, Simon. Merci beaucoup.